Je reçois François Tchonga. Il est avec nous sur ce plateau comme l'invité de ce numéro. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Fabien. La guerre ou la déstabilisation du Congo par l'Est ou sa partie Est, quelles sont les causes et quelles sont les pistes des solutions? Voilà. Professeur Tchonga tente de nous proposer sa recette. Je dois vous présenter de manière un peu plus particulière pour qu'on sache qui vous êtes exactement. Oui. François Tchonga, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Oui, vous avez bien prononcé, François Tchonga Lundula. Alors, vous êtes docteur d'État en sciences politiques et études stratégiques. Oui. Vous avez terminé justement en Suisse allemande, directeur général du bureau d'études et de défense nationale, sécurité et renseignement stratégique. Vous êtes diplômé du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. C'était en Gaborone, à Gaborone, au Botswana. Et vous êtes également diplômé de l'EFO, l'école de formation militaire de Kananga, à Loulabourg, un militaire qui a donc déserté les rangs pour justement s'occuper des recherches et surtout des enseignements. Je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est l'essentiel, M. Fabien. Alors, l'insécurité persistante qui totalise déjà au-delà de 2 décennies dans l'Est de la République, pour ne parler justement de l'après-génocide, entre guillemets, au Rwanda. Je ne fais pas sa promotion. Alors, quelles sont les causes à votre humble avis? Merci beaucoup, monsieur Fabien, pour cette question. D'ailleurs, qui reste toujours d'actualité, d'autant plus que jusque-là, tous les gouvernements qui se sont succédés. Alors, je veux vous dire qu'on se regarde et que vous regardiez la caméra. Le moniteur, c'est pas tellement pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous mirer. J'ai besoin de regarder. On se regarde, on échange. Sinon, ça va vous distraire. Alors, donc, je disais que l'insécurité à l'Est, c'est quelque chose qui n'a pas débuté aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que nous parlons de l'insécurité à l'Est. Il y a eu tout ce que vous connaissez, des sommets à gauche, des rencontres à droite, entre chefs d'État, entre gouvernements, des pays voisins, entre acteurs impliqués dans cette insécurité. Des accords à gauche, à droite, Addis Abeba, Kampala, je ne sais pas moi, Ouza, Angola, tout ce que vous connaissez. Mais ce qu'il faut retenir, M. Fabien, c'est que dans cette guerre ou dans cette insécurité, il y a des acteurs qui sont impliqués. Vous avez par exemple les acteurs étatiques, vous avez les acteurs non étatiques et vous avez les acteurs étrangers qui sont impliqués dans cette insécurité à l'est de la RDC. Alors, lorsque nous disons acteurs étatiques, nous faisons référence à qui? Vous parlez de personnalités politiques? Nous faisons référence aux États indépendants et souverains qui sont impliqués. Nous faisons allusion aux organisations internationales gouvernementales et aux organisations internationales qui sont impliquées. Ça, ce sont les acteurs étatiques. Nous avons aussi les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les mouvements rebelles. Il y en a les multinationales ou les multinationales, ce sont les acteurs étrangers. Ils arrivent en 3e position. Donc vous avez les acteurs non étatiques, qui sont les mouvements rebelles, vous avez LR Campus bien sûr, vous avez aussi les ONG, et vous avez aussi certains politiciens qui sont là aussi dedans. Groupes armés, se retrouver, par exemple, quand il y a partage du gâteau au pouvoir central et qui se retrouvent. Et qui lorsqu'ils ne se retrouvent pas, mettent à contribution ces groupes armés. Avec leurs parrains dans les pays limitrophes. Et avec leur complicité ici, dans notre pays. Alors, ces pays limitrophes ont aussi des industries de transformation du coltan, par exemple. Mais il y en a, ce n'est pas un secret. Même quelques poussières ou quelques grains. Sur le sol de ces pays-là, on ne peut même pas trouver quelques poussières. Mais aujourd'hui, on vous dit, ils ont une industrie de transformation et tout ça. Donc, ce sont des choses, quelque part, qui doivent nous interpeller. Alors, c'est ainsi que nous disons ceci. Parce que ça persiste. C'est qu'il y a quand même, en fait, c'est la persistance des seigneurs de guerre qui entretiennent ce que moi j'appelle, qui jouissent de complicité interne et externe et qui entretiennent la persistance de l'insécurité et partant un environnement de non-État. Alors, un environnement de non-État pour faire du business. Le business pour les uns
la désolation et le malheur pour les autres. Par quoi? Par exemple, par le trafic illégal des armes et de minerais qui rapportent des millions à ces seigneurs de guerre-là. Et avec ces millions, ben, ils sont bien, comme vous venez de le dire, ils peuvent construire, ils peuvent bien vivre, ils peuvent se pavaner, ils peuvent voler dans tout le monde entier et avoir des avions pour faire leurs affaires et ils sont à l'aise. Alors, cette catégorie... dans tout ça, vous pensez qu'elle a toujours les mains nettes? Mais vous avez suivi l'autre fois dernièrement, on a attrapé un camion avec mention UN, c'est-à-dire les Nations Unies, qui traversait vers la frontière, ce n'est pas un secret, on a attrapé ce camion, il était bourré de minerais. Vous avez appris ça aussi comme nous, parce que c'est passé sur la chaîne nationale et sur toutes les chaînes. Alors, quand vous dites c'est neutre, ça devient maintenant un point d'interrogation. Est-ce que l'ONU aussi est neutre dans ça? C'est à chacun de répondre. Les soi-disant fils et filles du pays, des délinquants qui construisent des belles maisons, des villas et qui font des affaires qui marchent bien, se retrouvent aussi quelques-uns dans cette criminalité, dans cette insécurité. Et là aussi, c'est à ce niveau que le bas blesse. Oui. Mais, M. Fabien, c'est parmi les causes lointaines ou les causes... Oui, justement, c'est-à-dire, comme j'ai dit, ces seigneurs de guerre-là jouissent des complicités internes et externes. Alors, parmi les complicités internes, vous avez les politiciens congolais. Il y en a même qui sont connus, qui sont sur Kinshasa, mais qui tirent des ficelles dans tout ce qui se passe là-bas. Vous avez aussi les militaires. Dans les rangs de notre armée, il y a aussi certains hauts gradés là, dont on ne peut pas citer les noms, qui tirent aussi des ficelles, qui ont des intérêts là-dedans. Alors, c'est ce qui fait que, ça c'est du côté complicité interne. Mais vous avez les complicités externes, vous avez les multinationales, dont à un certain moment, l'ONU a même fait un rapport là-dessus, où les noms ont été cités, plus d'une cinquantaine ou même centaines de multinationales. Et vous avez enfin les groupes rebelles, qui sont plus de 40 là-bas. Et pour terminer, vous avez les réseaux mafieux, composés des hommes d'affaires de pays limitrophes, qui trouvent aussi leur gain dans toute cette insécurité-là. Parce qu'ils font des affaires, ils se retrouvent, et bien ces gens-là, croient pouvoir faire persister l'insécurité à l'est de la RDC. Alors vous, en tant qu'expert justement dans le domaine de la défense nationale, de la sécurité, de renseignement stratégique, pourquoi l'ONU garde-t-elle des rapports fouinés, des rapports qui établissent des évidences de toute cette criminalité des multinationales et de certains pays dans ces tiroirs, alors que, noir sur blanc, il y a des gens qui doivent être poursuivis? Monsieur Fabien, l'ONU est faite de qui? Le rapport mapping. L'ONU est faite des États. Mais les États sont faits de qui? Les États sont faits des hommes. Alors, ce qui fait que l'ONU, qui est fait des États, et des États qui sont faits des hommes, avec leur aspect positif et négatif, à un certain moment, l'ONU peut se retrouver. Soi-disant Illuminati, dans nous lisons sur la toile, ils disent que l'ONU c'est un instrument diplomatique entre leurs mains, les cercles ténébreux, qui traitent avec le diable pour nuire au monde et perpétuer le malheur des Congolais. Mais justement, c'est parce que, comme on dit actuellement, ces groupes de gens-là, grâce à tout ce qu'ils ont comme argent, comme puissance financière, ils arrivent maintenant à maîtriser une grande institution comme l'ONU. Et ils peuvent maintenant téléguider l'ONU comme ils veulent, selon au gré de leurs intérêts. Là où leurs intérêts passent, ils savent comment utiliser l'ONU. Là où ça ne passe pas, ils savent aussi comment utiliser l'ONU. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que là où on croyait pouvoir trouver un salut, les saluts, on trouve autre chose. Et les malheurs continuent à s'abattre à l'est de la RDC. Alors, véritable embrouillamini, comme disent donc les francophones. Mais est-ce que la situation n'a-t-elle pas évolué par rapport à la situation qu'on vit au pays, la mutation du pouvoir ou le transfert pacifique du pouvoir avec de nouveaux partenaires au pays pour les multinationales, en fait pour les autres États? Est-ce que la situation reste la même? La situation a évolué un peu. Je peux dire, et ne pas terminer, pour autant terminer. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous parlons encore de l'insécurité et de résistance à l'Est. Donc c'est que la situation n'a pas été éradiquée. Mais au moins, la situation, l'ampleur a diminué. Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui,
à part quelques attaques isolées, hein, des ADF Nalou, de ces mouvements rebelles dont je viens de vous faire part. Et laissez-moi vous dire que nous avons été le premier bureau d'études privé à écrire officiellement aux autorités pour leur faire part de la naissance de la plupart de ces mouvements-là. Et à l'époque, nous avons même des documents qui sont ici. Nous avons écrit officiellement pour nous dire à l'autorité que, attention, il y a un mouvement proche d'un pays X qui est en train de prendre place et qui va occuper une grande partie de l'Est du pays, qui va semer la mort et la désolation au sein de notre population et qui va y rester pour longtemps possible. Nous avons écrit, et c'était le 5 février 2012. Vous n'avez pas été entendu. Ben, vous savez, on n'a pas été entendu, mais aujourd'hui, les faits, l'histoire nous donne raison. Nous avons été le premier groupe d'études privés ici au Congo qui a transmis les rapports des différents mouvements rebelles opérant à l'est de la RDC. Nous les avons répertoriés et nous avons transmis acquis des droits. Et parmi ces groupes rebelles, dont la plupart sont encore actifs pour le moment sur les terrains, sur les théâtres des opérations, les ADF Nalou, les FDLR, la LRA, les FNEB, les M23 bien sûr qui a été vaincu, les Maï, les Simba, Anipuri, avec tout ce que nous avons, les FRPI. Donc nous avons quadrillé tous les pays et nous avons répertorié tous ces groupes armés avec leurs leaders politiques et militaires et nous avons transmis, c'était depuis le 2 juillet 2012, acquis des droits pour des solutions idoines, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas été entendus. Heureusement que la suite nous a donné raison. Aujourd'hui, les groupes rebelles sont là, très actifs sur le terrain. Et maintenant, là, on commence, c'est tout le monde, ah non, voilà, il y a l'insécurité à l'Est, il y a ceci à l'Est. Oui, parce que nous avons dénoncé cela à l'époque et nous avons alerté l'autorité à l'époque pour que des solutions idoines soient trouvées. Mais malheureusement, on n'a pas été prêts. Alors, toujours dans l'évolution de la situation, le Rwanda et l'Ouganda aujourd'hui, des anciens alliés, oui, des alliés traditionnels, avec l'évolution de la situation, commencent à s'entrer dedans. Vous suivez ce qui se passe à Kampala. Kampala accuse Kigali de pouvoir déstabiliser son pouvoir ou le déstabiliser avec des citoyens rwandais qui vont là-bas, qui déstabilisent au niveau de renseignements et autres. Du coup, les deux commencent à s'entrer dedans. Et Kayumba Nyamwasa est accusé de pouvoir, par exemple, commencer des manœuvres pour entrer au Rwanda. Est-ce que ça augure des lendemains certains pour les Grands Lacs? C'est difficile à répondre à cette question dans ce sens que, vous savez, M. Fabien, la stratégie pour la paix passe par, dans la région, dans la sous-région des Grands Lacs, passe par la maîtrise des facteurs ci-après. Vous avez par exemple les facteurs géopolitiques, vous avez les facteurs géostratégiques et vous avez les facteurs tactiques qu'il faut maîtriser pour déboucher vers une paix certaine. Oui, certes, aujourd'hui, c'est les Rwandais qui accusent l'Ouganda de vouloir les déstabiliser. Tout ça, est-ce que ce ne sont pas que des manœuvres de l'auteur pour distraire certains pays voisins, dont notamment la RDC, et qu'après, on va s'entendre parce qu'en fait, notre objectif, notre combat commun reste le même. Parce que les deux se retrouvent au Congo. Ils se retrouvent au Congo. Sans le Congo, oui, il y a des soucis. Et bien voilà. Pour leur industrie. Par exemple. Parce qu'elles sont des sous-traitants. Ils sont des sous-traitants. Qu'est-ce que vous proposez en termes de pistes des solutions? Vous savez, je pense qu'il y a des choses que je peux vous dire ici, mais il y a aussi des choses que je ne peux pas vous dire ici. Après le magazine, vous allez me le dire dans les coups. Par exemple, il y a des choses que je ne peux pas vous les dire, d'autant plus que ça touche au secret d'État. Alors, celles que vous pouvez me dire, dites-les moi pour les téléspectateurs. Oui, pour les téléspectateurs, on peut grignoter quelques pistes de solutions purement théoriques, comme je venais de le dire, parce que vous savez, la solution, elle est politique, mais elle est aussi militaire. Alors, ce qui est politique, on peut grignoter quelques pistes de solutions là-dessus, mais ce qui est militaire, nous devons la primaire à l'autorité. C'est-à-dire, nous savons, nous croyons qu'un jour, nous serons reçus par l'autorité et à ce moment-là, nous allons lui proposer des solutions beaucoup plus concrètes militaires pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Alors, pour ce qui est des solutions théoriques, je venais de vous dire, nous devons maîtriser les facteurs géopolitiques. C'est-à-dire quoi? Nous devons savoir avec qui nous comptons, avec qui nous devons maintenant, dans notre environnement immédiat, par exemple, c'est-à-dire avec nos voisins, comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ces voisins-là, qui sont devenus presque pratiquement des agresseurs, ou qui ont été des agresseurs par le passé.
Alors, nous devons savoir maintenant comment nous devons nous comporter. Nous devons aussi maîtriser les facteurs géostratégiques. C'est-à-dire quoi? Nous devons arriver à programmer, à planifier et à budgétiser le but et les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme afin de pouvoir maîtriser la situation en place. Et ça, c'est le rôle du gouvernement congolais, c'est le rôle des militaires ou, si vous voulez, de l'armée congolaise. Nous avons aussi, par exemple, des objectifs tactiques. Comme je l'ai dit, ça c'est encore militaire, c'est-à-dire, bon, lorsqu'ils seront sur les terrains, comment s'y prendre sur le terrain, avec quelle arme doit-on combattre pour éradiquer l'insécurité. Donc voilà un peu, d'une façon très brève, sur le plan théorique, comme je vous ai dit, les quelques pistes de solutions, mais sur le plan militaire et opérationnel, je réserve la primaire à l'autorité qui, j'espère, un jour, va nous entendre et va nous inviter. Entre-temps, si ne vous ne sort pas, oui, la situation va perdurer, les Congolais vont perdre, le pays va être instable, et vous pensez que toute vérité n'est pas bonne à dire sur le plateau, mais c'est un principe diabolique, parce qu'on dit toute vérité est bonne à dire, mais c'est la manière de le dire ou de la dire qui est déterminante. Alors, j'en reviens à ceux qui pensent que la solution à l'insécurité dans l'Est, elle est purement celle d'instaurer les business. Il faut investir beaucoup de capitaux là-bas, ce qu'on appelle plan Marshall. Quand les capitaux sont là, les armes vont se taire. Quelle est votre réaction? C'est une piste, comme vous dites, c'est parmi tant d'autres. On peut instaurer le plan Marshall, mais qui va instaurer le plan Marshall? Ça, c'est la tâche qui revient au prochain gouvernement que nous attendons. C'est au prochain gouvernement de voir comment ils vont ou comment il va orienter les efforts pour arriver à maîtriser les groupes rebelles et faire revenir la paix et l'harmonie, la sécurité à l'est du pays. Qui va investir des capitaux? Mais ça ne peut être que les gouvernements congolais. Je ne vois pas un pays étranger ou même une organisation internationale gouvernementale donner l'argent à la RDC pour aller imposer ou, si vous voulez, ramener la paix à l'Est. Celui qui fait cette proposition, professeur Sekimouni, pense qu'il faut que l'État congolais puisse se surendetter. Parce que tout le monde vit avec les dettes, même les États-Unis d'Amérique. Alors, avec l'argent amené à faire les affaires dans l'Est de la République et occuper plutôt les jeunes, leur donner du boulot. Il ne sera plus à prendre des armes et à fumer du chanvre pour faire la guerre à son pays, afin de faire échapper les minéraux. Justement, à côté de cette solution-là, de cette solution que vous faites allusion, les plans Marshall, l'argent, les capitaux pour occuper les gens, il faudra maintenant que sur le plan interne, que la trilogie stratégique, armée, service de sécurité et diplomatie préventive soit aussi, comment dirais-je, exécutée ou mise en évidence par le gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une armée forte, dissuasive, républicaine et tout ce que vous voulez, eh bien, ça ne sera que illusion. Si vous n'avez pas des services de renseignement sûrs et efficaces qui ont les moyens qu'il faut pour pouvoir se déployer sur le terrain et arriver à récolter des informations aussi dont il faut, ça ne sera que illusion. J'ai rebondi, dernière préoccupation. Le président Félix Tshisekedi trouve quand même un décor encourageant, une diplomatie proactive, incisive et qui a produit des résultats et qui a mis en déroute beaucoup de stratégies des prédateurs. Et sur le plan militaire, nous sommes parmi les top 10 des armées africaines. Et 74e et 75e dans le monde. Et puis, beaucoup d'âmes armées. Et on n'a pas que des délinquants dans nos rangs. On a des gens très consciencieux, patriotiques. Très bien formés. Et qui ont mis en déroute le M23, c'est-à-dire les Rwandais qui nous ont fait la guerre. Alors, à ce stade-là, quelles sont les chances que vous donnez à Félix Tshisekedi? Déjà avec 3 atouts majeurs comme ça. Service de renseignement aussi efficace. Oui, non, je crois que l'actuel président vient trouver une solution, vient trouver un terrain qui est déjà bien modélé, bien aplani pour lui. Et vous savez, je vais encore vous dire une chose, lui-même, il s'est déplacé. Première sortie, première visite, c'était le camp Tchatch. Il est allé rendre visite à la garde républicaine. Il a consolé la garde, il a promis à la garde républicaine de rehausser leur solde. Et vous avez vu, M. Fabien, vous-même, la garde républicaine, on a vu sur les images, ils étaient très contents
de cette visite du chef de l'État. Il y en a même qui dansaient là-bas, on les a vus, ils étaient très contents. Donc, le président actuel a toutes les chances de réussir. Mais à condition qu'il soit aussi entouré des gens qui ont cette volonté politique comme lui. Parce qu'avant la volonté politique de réussir à mettre fin à l'insécurité, c'est une chose, mais exécuter aussi cette volonté politique, c'est une autre chose, surtout lorsque on ne peut pas sortir d'un carcan, par exemple, dans lequel il risque de tomber. Donc nous souhaitons que l'actuel chef de l'État, qui vient de trouver ces atouts-là, puisse maintenant foncer vers le devant. Parce qu'il a ces atouts, il peut donc réussir. Vous vous rappelez, pas plus longtemps qu'hier, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, pour ne pas citer son nom, M. Paluku, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, je cite, parce que c'est passé même sur votre bande de filante, l'actuel président Félix Tshisekedi a la manette des commandes pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. C'est ce qu'il a déclaré. Et lui, en 12 ans, gouverneur, incapable de pouvoir faire quelque justement, chose. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il estime maintenant que l'actuel chef de l'État peut vraiment appuyer sur les manettes et faire stabiliser la situation. Mais l'armée fait face à ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Oui. C'est pas une guerre conventionnelle. Et à des gens qui massacrent, ils sortent de la village. Et vous pensez que Félix Tshisekedi a une baguette magique va mettre fin, va dire aux ADF rentrez chez vous? Non, ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi seul. C'est l'affaire de tous les Congolais. Mais c'est ce que Paluku dit. Oui, mais bien sûr, moi aussi je le complète. C'est l'affaire de tous les Congolais. Pourquoi? Parce que la guerre, ce n'est pas seulement une affaire de militaires. C'est ce que beaucoup oublient. Même ici, chez nous, on croit que lorsqu'il faut parler défense nationale, sécurité, renseignement militaire, les gens ont en tête seulement que c'est une affaire de militaire. Non, c'est l'affaire de tout le monde, de tous les Congolais qui sont concernés, de tous les Congolais qui ont fait des études de défense nationale, de sécurité, de renseignement. Ça nous concerne tous. Pourquoi? Parce que la défense et la sécurité du pays, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du seul président de la République. C'est ça l'erreur que nous commettons. Et vous verrez même que nous sommes le seul pays au monde, ou parmi les pays au monde, où nous n'avons même pas des centres d'études stratégiques. Ici, chez nous, il y en a un peu qui sont financés par l'État, il n'y en a pas. Il ne faut pas dire ça au grand public. On ne va pas vous dire que ça fonctionne telle part. Non. Les centres d'études stratégiques, ça existe alors? Oui, ça existe, mais on en a combien? Alors, si vous voulez que je vous amène, on en a combien? Oui, moi je voulais peut-être un seul, ou deux, c'est tout. Nous sommes un grand pays avec plus de 80 millions d'habitants. Nous devrions avoir beaucoup de centres stratégiques, comme on appelle en Allemagne, par exemple, les Forschungszentrum, qui sont au-delà de 50 et qui sont financés par l'État. Mais ici, chez nous, je ne connais pas un seul centre d'études stratégiques qui est financé par l'État. Je n'en connais pas. À moins que vous aurez peut-être me le dire. Alors, c'est ainsi que j'ai dit. Alors, je ne veux pas quand même vous étaler tous les secrets d'État ici. Vous savez, le Congo importe beaucoup pour nous, médias. Monsieur, on reste très critique et je vous remercie d'être venu. Vous avez raison, la guerre n'est pas une affaire du président et de l'armée, c'est aussi notre affaire. Nous avons fait cette guerre contre le M23. D'ailleurs, un Rwandais me l'a rappelé à Kigali, à l'aéroport, dit vous êtes journaliste, vous êtes journaliste RC4, vous avez fait très barre au M23. Alors, je me rappelle que j'en étais très fier. Vraiment. Voilà, donc merci. Peut-être un dernier mot. Demi-mot. Oui, demi-mot. Ouais, merci beaucoup, M. Fabien, c'est moi qui vous remercie. Donc, en demi-mot, je vais dire ceci. Ce que l'opinion doit savoir, que la défense et la sécurité du Congo, ce n'est pas l'affaire du président de la République seul, encore moins des militaires. C'est l'affaire de tous les Congolais épris de paix et de bonne volonté. Et nous sommes tous appelés, chacun là où il est, à apporter son expertise, ses compétences et ses capacités pour trouver des solutions aux problèmes d'insécurité qui rongent notre pays à l'Est. Je vous remercie, Tchonga François. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en sciences politiques et études stratégiques. Vous l'avez fait en Suisse allemande, directeur général du bureau d'études et des défenses nationales, sécurité et renseignement stratégique, diplômé d'études du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique et diplômé de l'EFO. Merci à vous de votre sympathique attention. À très bientôt pour un autre numéro de Invité.